débat de Sénat 360. Et pour en parler, j'accueille sur le plateau mes invités. Éric Kerrouche, bonjour. Vous êtes sénateur PS des Landes. De l'autre côté de la table, Philippe Bonnecarrère, bonjour. Bonjour. Sénateur centriste du Tarn. Benjamin Morel, bonjour. Bonjour. Docteur en sciences politiques. Et Samuel Le Goff, bonjour. Journaliste à Contexte, notamment en charge du suivi du Parlement. Proposition choc, renouvellement total en 2021 pour réduire finalement en une fois le nombre d'élus. Philippe Bonnecarrère, est-ce que c'est concevable ? Techniquement, ça va poser quelques problèmes, mais je pense qu'il faut prendre les choses par ordre. Première chose, est-ce que nous souhaitons la réussite de la révision constitutionnelle ? Pour moi, c'est oui, pour aérer la société française. Et à l'intérieur de ceci, se pose la question du nombre de parlementaires. Ça figure dans une loi organique, mais c'est un même sujet. Je ne suis pas, contrairement à beaucoup de mes collègues, défavorable à une réduction du nombre de parlementaires, pas pour des motifs d'efficacité. Je ne crois pas que ça va changer énormément de choses. Par contre, je reconnais un élément. Il y a dans la société française une grande inquiétude et il y a l'idée que l'exemple doit venir en haut. Et donc, si l'on veut réformer notre pays, il me paraît convenable de réduire le nombre d'élus, du nombre de parlementaires. Sur les sénatoriales, en une fois, en 2021 ? Alors, ça me paraît plus curieux. Deux éléments. Premier élément, la question du temps. Si la révision constitutionnelle aboutit, elle va aboutir quelque part vers juillet 2020. Donc nous allons avoir un problème de date. Et je comprends que le gouvernement envisage un report d'1 an. Mais par contre, un report avec tous les sénateurs élus le même jour, ça c'est quand même très curieux, parce que le Sénat, c'est une logique d'autorité indépendante, voire de contre-pouvoir, et ce contre-pouvoir, il s'alimente par une élection en 2 temps. Je ne visualise pas bien un Sénat dans lequel tous les sénateurs seraient élus le même jour. Ce n'est pas la logique d'équilibre qui est la sienne. Éric Kerrouche, on a entendu le patron de votre groupe, Patrick Kanner, juste avant. Pour vous, concrètement, vous avez été réélu en 2017, ça ferait 2 ans de mandat de moins. C'est possible, ça, de raccourcir un mandat politique ? Ça dépend ce qu'on veut faire. Soit on veut réformer la Constitution, soit on veut faire de la politique avec la Constitution. Mais on ne pourra pas faire les deux. Donc effectivement, comme le disait mon collègue, soit on arrive à travailler à une réforme qui est mal partie, qui a déjà été transformée dans son contenu et dans son contenant, soit alors on est uniquement dans une logique politicienne où on a du mal à accepter les contre-pouvoirs. La Commission nationale du débat public a posé des difficultés lors du grand débat. On la supprime dans le cadre du nouveau CESE. Le Sénat peut poser des difficultés en tant que contre-pouvoir. Eh bien, on essaye de le mettre à sa botte. Je ne crois pas que c'est une bonne façon de procéder. Je pense aussi qu'il y a un rythme à la démocratie. Il y a un rythme au Sénat qui est particulier et qui fait qu'elle est une chambre contrepoint. C'est sa nature. Revenir sur ces perspectives simplement sur une manipulation politique, pas de haut vol, mais de bas niveau, me semble compliqué. Samuel Le Goff, vous qui suivez le Parlement, on avait l'impression que ça allait mieux, cette discussion autour de la réforme de la Constitution, on repartait sur des bases un peu plus saines, et là, patatras, cette annonce choc, un renouvellement total envisagé en 2021. En fait, ce n'est pas une annonce choc, c'était déjà dans la première mouture de la loi organique, qu'ils ont repris texto, tout simplement parce qu'il y a un problème technique. C'est-à-dire il va y avoir plus de sénateurs qu'il n'en faudrait par rapport au nombre de députés après le renouvellement de l'Assemblée. Comment on fait pour ne pas créer de déséquilibre ? Donc le gouvernement, je pense, est assez ennuyé parce qu'il n'y a pas vraiment de bonne solution. Et pour le gouvernement, le plus simple, c'est on fait tout le même jour. Tant pis pour les sénateurs, sauf qu'il se rend compte qu'il va falloir qu'ils discutent un peu plus parce que ça ne passe pas. Benjamin Morel, ce renouvellement partiel des sénateurs, il est inscrit dans le marbre de la Constitution, en tout cas telle qu'elle est écrite aujourd'hui. Il est inscrit dans le marbre de la Constitution, si vous voulez, et ça va poser pas mal de problèmes constitutionnels, parce que l'on raccourcisse un mandat, c'est possible, y compris d'ailleurs un mandat de sénateur, à condition que ce soit proportionnel à un objectif visé, qui serait un objectif d'intérêt général. Est-ce que là, c'est le cas ? C'est loin d'être évident, et il y a un vrai risque, très fort risque d'inconstitutionnalité, et qui plus est là-dessus, le gouvernement tire avec un pistolet à eau.
Parce que pour qu'il y ait le moindre intérêt à cette loi ordinaire qui réduirait le temps de mandat des sénateurs qui ont été élus, encore faudrait-il que la loi organique relative au Sénat, donc la baisse du nombre de parlementaires, soit actée. Et là-dessus, les sénateurs ont un droit de veto. Donc pas de loi organique, pas de loi ordinaire, ou en tout cas pas de loi ordinaire qui puisse être envisagée comme constitutionnelle. Donc là, encore une fois, cette menace-là, en fait, n'a qu'une portée relative et on tire avec un pistolet à eau. Philippe Bonnecarrère, quand on entend là, finalement, ça crée un problème, mais ce n'est pas la solution, il y a la possibilité, finalement, d'un renouvellement partiel tout en réduisant le nombre d'élus? Alors, je crois que oui, je reconnais que ce n'est pas simple techniquement, mais je ne voudrais pas que quiconque puisse penser que l'objet du débat constitutionnel, ce soit la durée du mandat des élus, parce que ce n'est vraiment pas la question. Je pense que la proposition du gouvernement est peut-être un petit peu excessive, s'il m'est permis d'exprimer les choses ainsi. Je ne crois pas à l'hypothèse d'un renouvellement sur une seule date. Ce n'est pas du tout l'esprit de l'élection sénatoriale, et cela pose également un autre problème technique sans rentrer dans les détails. Cela conduirait les élus municipaux de 2020 à élire une première fois une série en 2021 et de nouveau cette série en 2024. Et la règle, c'est qu'on n'élit qu'une fois, si vous voulez, son Puisque sénateur. ce sont eux qui forment les grands électeurs. Voilà, pour des raisons d'équilibre. Par contre, soyons très pratiques, je crois qu'il sera assez aisé de trouver une solution pour garder 2 élections distinctes sans modifier la durée du mandat des collègues qui ont été élus en 2017, ce qui nous conduirait en 2023, et en respectant le délai dont a besoin le gouvernement. Si la révision aboutit encore une fois vers juillet 2020, il faut un temps pour faire les opérations de réduction de nombre parlementaire, il faut un an. Je pense qu'on pourrait se diriger assez honorablement en respectant les contraintes constitutionnelles avec une série élue en 2021 et une série qui serait ensuite élue en 2023. La seule chose, parce qu'il ne faut pas que quiconque pense qu'encore une fois il y a une notion de délai, il suffit simplement que la série qui serait élue en 2021 ne le soit que pour 5 ans, pour qu'on respecte la durée normale des mandats. Je ne vois pas ça forcément très complexe à organiser, s'il y a un peu de bonne volonté. Éric Kerrouche, on a entendu Patrick Kanner parler de tentative de dissolution du Sénat, qui n'existe pas finalement dans la Constitution. C'est quoi, ça gêne trop l'exécutif ? C'est l'impression que ça donne, mais effectivement, le renouvellement partiel, il est cité à 3 articles de la Constitution, dont l'article 30, qui concerne le président du Sénat. Mais on se focalise là sur un aspect vraiment périphérique de la réforme constitutionnelle. Parce que, en effet, ce n'est pas le rôle, éventuellement le temps des élus qui est important, c'est ce qu'il y a dans la réforme constitutionnelle. Et cette discussion cache le fait que cette réforme est assez creuse et qu'elle ne traite pas l'essentiel des problèmes qu'on aurait besoin de résoudre. Quid du poids de l'exécutif qui est démesuré dans cette République? Quid de la puissance du président de la République qui est démultipliée mais en même temps qui est remise en cause? Rien n'est traité dans cette révision constitutionnelle sur ces sujets. Et on revient même un peu en arrière du point de vue de l'expression démocratique. Donc, on peut lancer comme ça des balles d'essai, des chiffons rouges, et puis on vient discuter autour de ça, mais on perd de vue l'essentiel. C'est qu'il faut redéfinir le fonctionnement de cette 5e République, et qu'on doit le faire à travers une proposition qui est mal emmanchée, c'est vrai, mais qu'on pourrait améliorer avec le débat parlementaire. Et bien sûr, on ne va pas commencer à s'attaquer à la mécanique de la voiture. Ce n'est pas ça qui est important, mais c'est de savoir où on veut aller avec les institutions, et là, je crois qu'on ne le sait pas. Chers collègues assez creuses, je mets un bémol. Cette révision constitutionnelle et la confirmation des engagements qui ont été pris par le président de la République dans sa campagne, réduction du nombre de parlementaires, limitation de la durée et part de proportionnel. Ça reste quand même un élément fort, sauf que je parle de l'ensemble. Sauf que tout ça ne relève pas de la Constitution. Je parle de l'ensemble du paquet. Sauf que ça, c'est pas la Constitution. Loi organique et loi ordinaire. C'est un même ensemble pour nos concitoyens. Non, mais que le président tente d'appliquer son programme, très bien. Et on a vu avec quel succès il le fait ces derniers mois. Mais au-delà de ça, il y a un problème qui est un problème de fonctionnement constitutionnel qu'il faut revoir parce qu'il engendre de la frustration, notamment
chez les citoyens. Benjamin Morel. Oui, il y a un vrai problème quand même dans cette révision, parce qu'en effet, si on prend le texte constitutionnel en lui-même, 80% des choses ne servent à rien, soit parce que c'est du symbole, soit parce qu'en fait, ce sont des choses qui existent déjà, typiquement la suppression de la présence des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel, sauf ceux qui y siègent effectivement, c'est-à-dire Valéry Giscard d'Estaing. Voilà une disposition constitutionnelle qui a pour but de ne rien changer. Donc le texte constitutionnel en lui-même pose problème. 80% est inutile et les 20% qui restent sont dangereux. Concernant les lois organiques et les lois ordinaires, là, en effet, on a la réalisation d'un engagement. Mais un engagement qui pose en soi problème. On a fait des études pour voir quels étaient les effets d'une réduction du nombre de parlementaires et d'une augmentation de la dose de proportionnelle, avec comme circonscription, et c'est dans la jurisprudence constitutionnelle, comme circonscription le département. Pour les députés maximum. On se rend compte qu'on aboutit... Pour un déséquilibre trop grand ? Alors, on se rend compte qu'on arrive avec un député pour 300 000 habitants en Ile-de-France et un pour 74 000 en Lozère. Gros problème. Deuxième problème, on a une assemblée qui n'est pas plus représentative en termes de courant politique, mais qui amplifie le phénomène majoritaire. Donc on voit qu'actuellement, avec cette réforme telle qu'elle est promise, si on met de côté la réforme constitutionnelle, on met des choses qui font plaisir à l'opinion, mais qui, combinées, posent de vrais problèmes démocratiques. Samuel Le Goff, il y avait quand même eu, je vais revenir dessus, un rapprochement. Gérard Larcher avait rediscuté de cette révision constitutionnelle avec le président de la République Emmanuel Macron. Il commençait à trouver un accord sur la réduction du nombre d'élus. Et là, patatras, mais on a l'impression qu'elle a déjà échoué l'été dernier. On est sur la base d'un nouvel échec ? Alors là, on ne peut pas le dire encore, puisqu'il y a quand même eu des pas importants faits par le gouvernement, c'est-à-dire tout le volet de la réforme constitutionnelle qui traitait du droit parlementaire, qui était un vrai chiffon rouge, y compris au sein de la majorité, il faut le dire, a été enlevé. Il a fait un pas sur le nombre de parlementaires. Donc il y a même des blocages qui se sont levés. Il en reste quelques-uns. Mais en même temps, une négociation de ce niveau-là, ça peut être long, difficile, avec des bons moments, des mauvais moments. Là, pour l'instant, effectivement, le Sénat a fait sa réponse. Il faut attendre aussi de voir comment le gouvernement traite le sujet. S'il dit « nous avons une volonté, effectivement, politiquement, que ce soit 2021 », ou au contraire, s'il dit « en fait, on a un problème technique, pour nous, c'est la meilleure solution. Maintenant, on peut discuter pour voir si on ne peut pas trouver autre chose. » Bon, attention aussi à ne pas tomber sur des bricolages constitutionnels pour justement traiter ce qui est un problème qui concerne essentiellement les sénateurs. C'est-à-dire que le Sénat ferait échouer la réforme sur cette question-là, ce serait totalement inaudible dans l'opinion, voire même contre-productif pour le Sénat, puisqu'il serait présenté comme ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Donc il y a aussi un enjeu de communication derrière cette affaire qu'il ne faut pas négliger. Philippe Bonnecarrère, il y a des consultations cette semaine. Nicole Belloubet et le ministre des Relations avec le Parlement reçoivent les présidents de groupe. Finalement, on va discuter de tout ça et il va falloir que tout le monde fasse un pas l'un vers l'autre avant peut-être le discours de politique générale la semaine prochaine du Premier ministre. Absolument, je crois qu'il y a de multiples canaux de communication qui sont en cours, mais très profondément. Je crois qu'il faut que la révision constitutionnelle aboutisse pour deux raisons. Premièrement, pour démontrer notre capacité collective à réformer les choses. C'est un message important pour le Sénat qui doit paraître dans sa logique de modernisatrice dans la société. Je crois qu'il y aurait un vrai danger à être dans une situation de conservatisme. Et la deuxième raison, on est dans une société où la vie politique est devenue beaucoup plus violente, beaucoup plus complexe, beaucoup plus parcellisée. Si demain, pour faire évoluer les choses, il n'y aurait que la solution du référendum, qui est la solution la plus binaire, la plus brutale possible, comme on l'a vu chez nos amis anglais, ça serait à mon avis un très mauvais service à rendre à la démocratie. En d'autres termes, réviser la Constitution de manière le plus exceptionnelle possible, de manière apaisée entre les deux assemblées, avec un vote à Congrès, à mon avis, c'est le meilleur fonctionnement pour notre démocratie. Éric Kerrouche, pour arriver jusqu'au Congrès, il va falloir d'abord franchir de nombreuses étapes. Vous êtes prêt à faire quoi comme geste au groupe socialiste, finalement, pour réussir à trouver un accord ? On a entendu, il y a toute une partie de cette révision sur laquelle tout le monde est à peu près d'accord et dont on parlait déjà sous François Hollande. Enfin, les éléments, encore une fois, qui, pour l'instant, sont sur la table, sont des éléments qui sont assez périphériques quant au fonctionnement des institutions en tant que telles. Donc,
on peut discuter de certaines choses qui, en effet, font consensus. Ce n'est pas le fait que Valéry Giscard d'Estaing soit plus au Conseil constitutionnel qui va changer la vie des Français tous les jours. Hein. Et il y sera encore. Et il y sera encore Dans la réforme. Dans la réforme actuellement. Mais même pour les anciens présidents, je ne crois pas que ça soit quelque chose qui soit vraiment très important. Encore une fois, il faut trouver des solutions qui puissent transformer le fonctionnement qui est trop binaire de la vie politique et qui permettent que la vie parlementaire soit mieux respectée et que l'exécutif retrouve une place correcte. Maintenant, il suffit de travailler sur le texte qui nous sera proposé. Si on pouvait le faire sans une pression extérieure et des chiffons rouges qu'on met, qu'on enlève, qu'on remet, ça serait vraiment une bonne chose. Benjamin Morel, justement, on dit dans cette violence de la vie politique, le Sénat il est un peu préservé, justement, un peu décalé des élections avec ce renouvellement partiel. Ce renouvellement total en 2021, s'il avait lieu, il casserait cette spécificité du Sénat ? En tout cas, il la retarderait. La question que pose Patrice Caner est une vraie question. C'est-à-dire comment est-ce qu'ensuite on revient, parce que là c'est dans la Constitution et ça ne changera pas, comment est-ce qu'on revient à une élection par moitié ? Ça impliquerait soit d'avoir des sénateurs qui font non pas 6 ans mais 9 ans, soit des sénateurs qui ne feraient que 3 ans. Donc ça poserait d'autres problèmes fondamentaux. Dans tous les cas, il y a peut-être un calcul politique pour avoir en effet une majorité sénatoriale qui serait plus favorable à la majorité actuelle, à la République en marche. Mais si vous voulez, la grande question qui se pose du point de vue de l'observateur extérieur, c'est pourquoi tant d'énergie mise dans cette révision constitutionnelle qui en fait ne changera absolument rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans cette réforme qui soit fondamentalement révolutionnaire. On a un calendrier parlementaire qui est surchargé, dont on ne voit pas comment tous les textes vont passer. On a un risque politique pour le gouvernement si jamais il y a une humiliation au Congrès qui est très important. Pourquoi s'entêter là-dessus ? Ça, c'est une vraie question qu'on résoudra peut-être dans quelques années quand on écrira à froid. Samuel Le Goff, cet entêtement, si on l'entend comme cela, c'est qu'Emmanuel Macron, il veut vraiment marquer sur ces sujets, réduction du nombre d'élus. Il a beaucoup trop investi politiquement sur le sujet pour l'abandonner maintenant. Il s'est lancé, ça a un premier échec, il a relancé la mécanique. Le but est sans doute d'aller jusqu'au bout, mais il peut y avoir aussi une solution en 2 temps. C'est-à-dire que quand on prend le texte constitutionnel seul, il ne pose quasiment plus de problèmes. Les problèmes sont maintenant dans la loi organique et la loi ordinaire. Donc il peut très bien y avoir un accord sur la loi constitutionnelle qui est effectivement fait du toilettage, des choses utiles mais qui ne sont pas fondamentales, et que derrière, la vraie bataille arrive sur la loi organique et la loi ordinaire, où là, il va y avoir un jeu entre les différents pouvoirs. Je ne sais pas où ça va arriver, mais en tout cas, je pense qu'Emmanuel Macron cherchera à aller jusqu'au bout. Philippe Bonnecarrère, il y a un souci aussi, c'est que les municipales vont arriver très vite et le débat politique, il va redevenir un peu plus vif. Et comment on va pouvoir trouver un accord pour cette révision constitutionnelle, finalement, presque en pleine campagne des élections municipales ? Je veux d'abord rassurer tout le monde, chacun va pouvoir participer aux élections municipales sans avoir à se préoccuper de la révision constitutionnelle. Ce sont bien sûr deux choses totalement distinctes. Mais on sait que ces périodes de campagne, c'est des périodes de tension et donc où il y a c'est moins facile d'avoir des accords politiques. Ce qui veut dire que la révision constitutionnelle n'aboutira pas avant les élections municipales. Il y aura un premier examen. Et si elle doit aboutir, elle aboutira effectivement après les élections municipales. Comme il faudra une deuxième lecture devant les 2 chambres, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité d'aboutir avant le mois de juillet 2020. Et c'est ça la difficulté technique pour le gouvernement, c'est qu'à partir du moment où vous voulez réduire le nombre de députés et le nombre de sénateurs, si la réforme va au bout, vous n'avez pas la possibilité de faire cela en 2 mois avec un renouvellement en 2020. Donc il y a une difficulté technique. Je suis persuadé qu'avec un minimum de bonne volonté, mais je pense que les gens savent le gérer, quels que soient les courants politiques, c'est quelque chose que l'on peut effectivement traiter et dont je dois vraiment insister qu'il doit être considéré comme périphérique. La question de fond, c'est est-ce que l'on réalise la révision constitutionnelle avec les éléments qui ont été évoqués dans la campagne présidentielle, réduction du nombre parlementaire, limitation à 3 mandats et introduction de la proportionnelle, ce qui est une réponse quand même à mon collègue. Quant à la notion pouvoir contre pouvoir, la proportionnelle est un élément qui réduit quand même la force de l'exécutif. Il y aura moins de proportionnelle.
il y aura moins de proportionnel au Il Sénat. n'y en a pas aujourd'hui Bien sûr que si. au niveau de On aura l'Assemblée nationale. l'occasion, on a vu que le débat Il y aura moins de femmes. allait durer. On aura l'occasion, évidemment, sur ce plateau, d'en reparler. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Vous le savez, le Sénat débat cette semaine du projet de loi santé. On va rejoindre Alexandre Poussard, qui suit pour nous les échanges dans l'hémicycle. Dans cette discussion, on a parlé